À la table des fêtes, mon père a dit, à celle qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Ma sœur, Chloé, a ajouté, mais au moins, elle nous rassure sur notre propre situation financière. J'ai pris une gorgée et j'ai dit, à celle qui vient de vendre la maison de vacances dans laquelle vous viviez sans payer de loyer. Les tintements de verre ont cessé. Puis ma mère a marmonné, tu n'as pas fait ça, je m'appelle Camille, et ce que ma famille n'a jamais compris à mon sujet, c'est que je peux rester silencieuse pendant longtemps sans être faible. Je peux m'asseoir à une table de fête avec des bougies parfaites, des bougeoirs en argent et des verres en cristal impeccables, tandis que l'odeur de gigot rôti emplit la pièce. Et je peux sourire à travers les petites piques comme si de rien n'était. Je peux laisser mon père faire son toast annuel comme si c'était un spectacle. Et je peux laisser Chloé sourire comme si elle accueillait le monde entier par pure bonté de cœur. Je peux faire ça. Et je l'ai fait pendant des années parce qu'il était plus facile de leur laisser croire que je m'en fichais que de les regarder savourer la réaction qu'ils attendaient de moi. Ce soir-là, la table était d'une perfection dont ma mère était fière. Le genre de décor parfait qu'elle publierait plus tard en ligne avec une légende sur les traditions et la gratitude, comme si la gratitude n'était pas quelque chose qu'elle attendait uniquement des autres. Chloé était assise en bout de table comme si elle était propriétaire des lieux, racontant une autre longue histoire sur sa dernière affaire et comment elle planifiait déjà la suivante. Elle parlait avec cette confiance assurée qui faisait croire aux inconnus qu'elle était le genre de personne qui n'avait jamais besoin d'aide, le genre de personne qui retombait toujours sur ses pieds. Je n'ai pas pris la peine de souligner que la compte pour sa première affaire venait de moi, virée sur son compte quand elle avait juré qu'elle perdrait tout si elle ne l'obtenait pas. Je n'ai rappelé à personne que la raison pour laquelle elle pouvait être assise là, si à l'aise et si suffisante, était que je maintenais discrètement toute la structure en coulisses. Ils adoraient tous appeler cet endroit le refuge familial, la maison de vacances, la maison des fêtes, comme si elle était apparue comme par magie grâce à l'amour familial. Mais ce n'est pas l'amour qui l'a acheté. C'était moi. J'ai acheté la maison. Je l'ai entretenue. J'ai payé la taxe foncière. Je réglais chaque facture sans tambour ni trompette, chaque réparation sans un message de groupe, chaque facture d'électricité ou d'eau sans un seul merci. À un moment donné, Chloé a décidé qu'elle était à elle. Elle agissait comme si elle en était la propriétaire légitime, comme si nous venions tous chez elle pour les fêtes, comme si c'était elle qui nous accueillait gracieusement. Elle utilisait l'adresse sur tout, des documents bancaires aux invitations à des fêtes. Elle y recevait ses amis et la présentait comme sa propriété. Elle laissait entendre qu'elle pourrait rénover la cuisine comme si la cuisine appartenait à son imagination. Elle n'a jamais payé un centime pour les charges, les réparations, les impôts ou l'entretien. Et à chaque fête, le même schéma se répétait, des petites piques de mon père, un sourire narquois de Chloé, et ma mère qui faisait semblant de ne pas entendre. Quand le plat principal a été servi, mon père a levé son verre. Il portait toujours un toast, mais ces toasts n'étaient ni chaleureux ni sentimentaux. C'étaient des performances, et j'étais sa cible préférée depuis des années. Il a levé son verre avec ce sourire narquois qu'il arborait toujours quand il pensait qu'il allait faire mouche. À celle qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie, a-t-il dit, et les rires familiers ont parcouru la table. Le même amusement répété que j'avais entendu d'innombrables fois. Avant même que le son ne s'estompe, Chloé s'est penchée avec un grand sourire, les yeux brillants, comme si elle ajoutait la chute à une blague qu'elle racontait depuis toujours. Mais au moins, elle nous permet de nous sentir mieux financièrement, a-t-elle dit. Le rire qui a suivi était presque un réflexe pour eux. Le genre de rire que les gens ont quand ils veulent rester du bon côté de celui qui détient le pouvoir dans la pièce. Ma mère n'a pas ri. Pas exactement. Mais elle n'a rien fait pour l'arrêter non plus. Elle a juste fixé son assiette comme si le silence pouvait passer pour de l'innocence. Normalement, j'aurais joué le jeu parce que c'était mon rôle. La silencieuse, celle qui absorbe tout. Celle qui fait tout fonctionner tout en étant traitée comme le souffre-douleur de la famille. Mais quelque chose en moi avait changé au cours de la dernière année. J'avais beaucoup réfléchi, je m'étais beaucoup éloigné discrètement, et je m'étais beaucoup préparé pour le jour où je ne resterais plus assise à encaisser. J'ai pris une gorgée de mon verre, je me suis levé lentement, et j'ai attendu d'avoir toute leur attention. Ma voix était calme, presque désinvolte, comme elle le devient quand on ne négocie plus le résultat. À celle, ai-je dit, qui vient de vendre la maison de vacances dans laquelle vous viviez sans payer de loyer. Les tintements de verre ont cessé. C'était comme si j'avais laissé tomber un verre par terre, et que chaque éclat était suspendu dans les airs.
Le sourire narquois de mon père a disparu si vite qu'on aurait dit que quelqu'un l'avait effacé de son visage. La bouche de Chloé est restée ouverte, son sourire s'effondrant pour laisser place au choc. Ma mère s'est figée, sa fourchette toujours à la main, les yeux écarquillés comme si elle venait d'entendre quelque chose d'irréparable. Je me suis rassise sans un mot de plus. Pas d'explication, pas de suite, juste le silence. Il s'est étendu sur la table comme un brouillard épais, les oppressant tous. Finalement, ma mère a marmonné, « Tu n'as pas fait ça ». Sa voix était basse mais assez tranchante pour percer le calme. Je n'ai pas répondu parce que répondre aurait transformé cela en une conversation. Et je n'étais pas là pour négocier. Je l'avais fait, et il découvrirait bien assez tôt tout ce que j'avais fini de supporter. À la fin de cette soirée, ce n'était pas juste un autre dîner de famille. C'était la goutte qui a finalement fait déborder le vase. Pour Chloé, ce serait le début de la fin, bien qu'elle ne le réalisât pas encore. Et pour moi, c'était la première fois depuis des années que je ressentais autre chose que de la colère, du ressentiment ou de l'épuisement. C'était le contrôle. Un contrôle calme, délibéré, irréversible. Le matin après ce dîner, la maison était silencieuse, et pour une fois, mon téléphone l'était aussi. Pas de texto, pas d'appel, pas même le message de groupe habituel, super soirée en famille, que Chloé aimait envoyer après chaque réunion de famille. Celui où elle publiait une photo trop parfaite de la table avec une légende sur le fait de chérir les traditions, prétendant que c'était à elle seule de les chérir. Cette fois, il n'y avait rien. J'ai fait du café et j'ai commencé ma matinée sans trop y penser. En fait, le silence était presque rafraîchissant. Je n'avais pas besoin de les entendre essayer de reformuler ce qui s'était passé ou, pire, de prétendre que cela n'était pas arrivé. Pourtant, je les connaissais assez bien pour comprendre que ce n'était pas fini. Ils étaient tous en train de digérer l'information, et Chloé, plus que quiconque, allait sentir le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne gérait pas bien l'incertitude. Elle ne gérait pas bien le fait de ne pas être la personne qui contrôle le récit. Et je venais de lui arracher le volant des mains. En milieu d'après-midi, le silence s'est brisé. Mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quelques minutes plus tard, le nom de mon père est apparu. Puis celui de ma mère. Les deux sont allés sur la messagerie vocale. Ils n'appelaient pas pour prendre des nouvelles. Ils appelaient pour obtenir des réponses, pour voir si je pouvais être influencé, pour trouver le levier qu'ils utilisaient toujours quand ils avaient besoin que je retourne à ma place. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la vente n'était pas une menace. C'était fait. La maison de vacances avait été mise en vente discrètement, visitée discrètement, et cédée il y a des semaines. La compte était sur mon compte. Je n'ai rien dit à personne parce que je ne voulais pas de drame jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qu'ils puissent arrêter. J'avais appris à mes dépens que si vous prévenez des gens comme ma famille, ils ne se préparent pas. Ils sabotent. Ils ne posent pas de questions. Ils lancent des campagnes. Ils n'acceptent pas les limites. Ils cherchent les failles. Pour Chloé, ce n'était pas seulement perdre un endroit où passer les vacances. Elle y vivait presque à plein temps depuis 3 ans, utilisant l'adresse surtout, des documents bancaires aux invitations à des fêtes. Elle y avait reçu ses amis. Elle avait parlé de sa maison, comme si elle l'avait mérité. Elle avait même laissé entendre des rénovations, comme si elle pouvait changer la cuisine parce que cela faisait partie de son image de marque. Pendant ce temps, chaque facture passait entre mes mains. Charges, réparations, impôts, entretien. Je gérais tout sans fanfare parce qu'une partie de moi voulait encore croire que j'étais généreuse, que j'aidais, qu'un jour ce serait apprécié au lieu d'être exploité. Vers 18h, j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. Ce n'était pas un coup doux hésitant. C'était sec, presque impatient. Le genre de coup qui suppose déjà qu'on va lui répondre. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Chloé debout là. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'air d'être en contrôle. Pas de cheveux parfaitement coiffés, pas de maquillage. Elle portait un sweatshirt trop grand comme si elle l'avait enfilé à la hâte. Ses yeux étaient grands ouverts et sa respiration était juste un peu trop rapide, comme celle de quelqu'un qui essaie de retenir une crise de panique par la seule force de sa volonté. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse. Elle est entrée comme si mon appartement lui appartenait aussi.
Comme si le concept de demander la permission ne s'était jamais appliqué à elle quand il s'agissait de moi. Tu ne peux pas simplement la vendre, a-t-elle dit, sa voix tendue et sèche. J'ai fermé la porte derrière elle et je me suis appuyé contre, la regardant faire les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage. Elle m'a demandé si je plaisantais. Elle m'a demandé s'il était encore temps d'annuler. Elle m'a demandé si je comprenais ce que cela signifiait pour elle, et elle l'a dit comme si j'étais censé être dévasté par le fait que cela signifiait quelque chose pour elle. Les mots sortaient vite, se bousculant presque les uns les autres, et je les laissais continuer sans l'interrompre une seule fois. J'avais appris que lorsqu'on arrête d'alimenter la panique de quelqu'un avec des assurances, ses véritables motivations commencent à apparaître. Finalement, elle s'est arrêtée et m'a regardé fixement comme si elle attendait que mon visage s'adoucisse. Comme ce ne fut pas le cas, sa voix a baissé. « Camille » a-t-elle dit, en essayant de paraître raisonnable. « C'est insensé. Tu réagis de manière excessive. C'était juste une blague. » J'ai soutenu son regard. « Ce n'était pas une blague, ai-je dit. Ça a duré des années. » Ses yeux se sont détournés, balayant la pièce comme si elle pouvait trouver un meilleur argument sur mes étagères. « D'accord, a-t-elle dit rapidement. Mais même si tu es en colère, tu ne peux pas me punir comme ça. J'habite là. Mes affaires sont là-bas. Mon courrier y arrive. Mes amis savent que c'est ma maison. C'est ça le problème, ai-je répondu, assez calmement pour la faire cligner des yeux. Ça n'a jamais été ta maison. C'était la mienne. Son visage a perdu ses couleurs. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé comme si elle venait de réaliser qu'elle était dans un endroit qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle a essayé de forcer un rire, mais le son est sorti faible. « Tu es sérieuse » a-t-elle chuchoté. « Je suis sérieuse depuis des années, ai-je dit. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu n'en avais pas besoin. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé. « Mais je pensais, je veux dire, nous sommes une famille. Tu ne l'utilisais pas à plein temps. Je m'en occupais, je la faisais vivre, j'accueillais des gens, j'en faisais ce qu'elle est. Tu ne t'en es pas occupé, ai-je dit. Tu en as profité. » Ses yeux se sont de nouveau posés sur les miens, la colère s'enflammant. « Ce n'est pas juste, » a-t-elle dit. J'ai eu du stress. J'ai construit ma vie. Tu sais à quel point les choses ont été difficiles. Je le sais, ai-je répondu. Parce qu'à chaque fois que les choses devenaient difficiles, tu m'appelais et je te virais de l'argent. 2 fois, je t'ai sorti d'un pétrin financier dont tu jurais qu'il te ruinerait. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais demandé d'applaudissements. Mais je n'ai pas non plus signé pour être ridiculisé à une table de fête pendant que tu vis dans une maison que je paie. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Pendant un instant, elle a paru plus petite, non pas parce qu'elle était soudainement humble, but because the story she'd been living in was collapsing. La pensée de perdre la maison n'était pas seulement la perte d'un toit. C'était la perte de l'image qu'elle s'était construite. Sans cette adresse, sans ce décor, elle devrait commencer à s'expliquer. Elle devrait admettre qu'elle n'était pas la femme d'affaires accomplie qu'elle prétendait être. Elle devrait faire face à des questions qu'elle ne pourrait pas esquiver avec son charme. Quand elle s'est finalement levée, elle n'a pas claqué la porte. Elle n'a pas lancé d'insultes en partant. Elle ne m'a même pas regardé comme elle le faisait avant, comme si j'étais inférieur à elle. Elle est simplement sortie la tête basse, son sac sur l'épaule, se déplaçant rapidement comme si elle ne voulait pas que quiconque la voie. Je savais exactement où elle allait, directement chez nos parents. Et quand il viendrait, parce qu'il viendrait, il ne viendrait pas pour parler. Il viendrait pour restaurer l'ancien équilibre. Je suis resté dans mon appartement silencieux après son départ, écoutant le silence s'installer à nouveau. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais préparé parce que la vente était conclue. Et maintenant, la seule chose qui restait était de les regarder comprendre quoi faire lorsque la personne qu'ils contrôlaient cessait de coopérer. Ils n'ont même pas attendu 48 heures. On a frappé le lendemain soir, juste après que les lampadaires extérieurs se soient allumés, ce doux bourdonnement remplissant l'espace entre le jour et la nuit. Ce n'était pas un coup hésitant ou désinvolte. Il était lourd, délibéré, le genre de coup qui dit « Nous sommes ici pour régler quelque chose ». Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas pour savoir qui c'était.
Mon corps a reconnu le son avant que mon esprit ne comprenne. Quand j'ai ouvert la porte, mes deux parents se tenaient là. Les épaules de mon père étaient raides, sa mâchoire serrée comme s'il avait répété cette conversation dans sa tête. Ma mère serrait son sac à main des deux mains comme si c'était une sorte d'encre, quelque chose pour la maintenir stable si les choses tournaient mal. Ils sont entrés sans attendre d'invitation, transportant cette énergie familière des gens qui croient encore avoir de l'autorité simplement parce qu'ils l'ont toujours eue. J'ai fermé la porte derrière eux et je n'ai pas offert de boisson. Cela seul semblait être une déclaration. Mon père a pris le fauteuil, s'y installant comme un juge sur son siège. Ma mère s'est perchée sur le bord du canapé, prête à bondir si elle avait besoin d'arrondir les angles ou de mettre fin à quelque chose. La pièce semblait plus petite avec eux à l'intérieur, comme si les murs se souvenaient de vieilles disputes et se préparaient. Il ne s'est pas embarrassé de banalité. Ta sœur est sous le choc, a-t-il dit, et franchement, nous aussi. Cette histoire avec la maison, c'est radical. Son ton avait ce tranchant qu'il utilisait quand il pensait être raisonnable, quand il croyait que ses mots portaient le poids de la logique simplement parce qu'ils étaient les siens. Je me tenais en face de lui, les bras légèrement croisés, pas sur la défensive, juste ancré. Ce n'est pas radical, ai-je dit. Ça n'a que trop duré. Ma mère a pris une inspiration brusque comme si elle voulait interrompre. Mais mon père a continué. Cette maison est devenue une partie de la famille, a-t-il dit. On ne retire pas quelque chose comme ça sous le nez des gens sans en discuter. J'ai croisé son regard. Quand est-ce que l'un de vous deux a payé pour une réparation pour la dernière fois? Ai-je demandé. Ou un seul mois de charge ou la taxe foncière? Quand est-ce que vous avez contribué à quoi que ce soit pour cette maison pour la dernière fois, à part des opinions? Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a baissé les yeux vers son sac à main comme si la réponse pouvait être écrite sur le cuir. Le silence s'est étiré, épais et inconfortable. Mon père s'est agité sur son siège, son pied tapotant contre le tapis. La famille reste soudée, a-t-il finalement dit. Parfois, on s'entraide. C'est comme ça que ça marche. Non, ai-je répondu. La famille ne signifie pas être le filet de sécurité permanent tout en étant moqué pour ne pas avoir soi-disant sa vie en main. La famille ne signifie pas payer silencieusement la note pendant des années pour que quelqu'un d'autre puisse vivre comme un autre dans une maison qu'il n'a jamais achetée, seulement pour vous humilier à votre propre table. Les mots sont restés en suspens, plus lourds que je ne l'avais prévu. L'expression de ma mère s'est adoucie, non pas avec de la défensive, mais avec quelque chose de plus proche de l'incertitude. Peut-être, a-t-elle dit prudemment. Peut-être qu'il y a eu des malentendus. Peut-être que nous n'avons pas toujours montré assez de reconnaissance. Elle a utilisé le mot « peut-être », comme si cela pouvait adoucir les angles, comme si cela pouvait transformer des années de comportement en un problème de communication. Je ne l'ai pas laissé passer. Il n'y a pas de peut-être là-dedans, ai-je dit. Vous m'avez prise pour acquise, non pas une fois, non pas accidentellement, mais de manière systématique. Ils n'ont pas nié. C'est la partie qui m'a le plus surprise. Il n'y a eu aucune excuse, aucune tentative de réécrire l'histoire, aucune affirmation soudaine qu'ils en avaient fait plus que ce dont je me souvenais. Ils sont juste restés assis là, absorbant la vérité comme si elle les avait finalement rattrapés et qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Quand ils se sont finalement levés pour partir, mon père a été le premier à franchir la porte. Il n'a pas regardé en arrière. Ma mère est restée un instant, se tournant vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la déception ou de l'attente. C'était quelque chose de plus proche d'une réévaluation, comme si elle me voyait non pas comme l'enfant qui comblerait toujours les lacunes, mais comme quelqu'un qui était sorti complètement de ce rôle. Elle ne m'a pas demandé d'annuler la vente. Elle n'a pas essayé de me culpabiliser. Elle a juste hoché la tête une fois, légèrement, et a suivi mon père dans le couloir. Je suis resté sur le seuil un moment après avoir fermé la porte, écoutant leurs pas s'éloigner. Le calme qui s'est installé par la suite était différent d'avant. Il n'était pas fragile. Il n'attendait pas d'être brisé. Il semblait mériter. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sur la défensive. La dynamique du pouvoir avait changé, et ils l'ont tous senti. Mais je savais aussi que Chloé n'allait pas absorber cette perte en silence. Elle avait un ego qui ne supportait pas les fissures publiques, et perdre cette maison allait en laisser une assez grande pour que toute la famille la voie. Elle ne viendrait pas me voir directement, pas au début.
Elle commencerait à agir à travers les gens qu'elle pensait pouvoir manipuler. Et j'étais prête pour ça aussi. Au 3e jour après le dîner, je savais que Chloé était passée en mode limitation des dégâts. Elle ne m'appelait pas. Elle appelait tout le monde. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'ont soudainement contacté. Des messages commençant par une inquiétude prudente. Le genre qui prétend être neutre mais qui, en réalité, pêche aux informations. Certains me demandaient comment j'allais. D'autres demandaient si tout allait bien dans la famille. Quelques-uns sont allés droit au but et ont demandé ce qui s'était vraiment passé avec la maison. Ils avaient tous le même ton, prudent et hésitant, comme s'ils avaient peur de marcher sur une mine s'ils formulaient mal les choses. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi. Dans sa version des faits, je l'avais prise par surprise. J'avais vendu la maison de famille, juste sous son nez, cette même maison qu'elle prétendait avoir contribué à construire. Elle se présentait comme pratiquement sans abri, victime de ma décision froide et impulsive. Elle omettait tous les faits importants, que la maison était à moi, que je l'avais achetée, payée et entretenue seule. Qu'elle y avait vécu sans payer de loyer pendant des années tout en l'utilisant pour rehausser son image. Au début, j'ai laissé faire. Je me suis dit que les gens qui comptaient verraient clair dans son jeu. Je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre contre une histoire qui ne tenait pas la route, même face à un examen léger. Mais ensuite, les appels sont devenus plus étranges. Mon agent immobilier a appelé pour dire que Chloé s'était présentée à l'improviste à l'une de ses autres visites de propriété, le coinçant devant des acheteurs potentiels. Elle a exigé de savoir qui avait acheté la maison de vacances et a laissé entendre qu'elle envisageait une action en justice. Il semblait mal à l'aise même en le racontant, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que quelqu'un puisse se comporter de cette manière si publiquement. C'était absurde. Elle n'avait aucune base légale. Mais cela m'a montré quelque chose d'important. Elle était prête à impliquer des étrangers dans cette affaire. Elle ne se contentait pas de se plaindre. Elle envenimait la situation. Ce soir-là, on a de nouveau frappé à ma porte. Se tenait là l'une des amies les plus proches de Chloé, une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois en passant. Elle a demandé si elle pouvait parler, a dit qu'elle voulait entendre ma version des faits avant de croire qui que ce soit. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit qu'elle avait séjourné à la maison de vacances de temps en temps au cours des derniers mois. Et Chloé lui avait dit qu'elle en était entièrement propriétaire. Aucune mention de moi. Aucune mention de quoi que ce soit de partagé. Juste la propriété, pleine et entière. L'amie avait l'air embarrassée en le disant, même en colère, comme si elle venait de réaliser qu'elle avait été complice d'un mensonge. Je ne lui ai pas donné tous les détails. Je n'en avais pas besoin. Je lui ai dit la vérité simplement, et j'ai laissé le silence faire le reste. En partant, elle s'est arrêtée à la porte et a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle va se détruire toute seule si elle continue comme ça. Le week-end venu, des fissures apparaissaient déjà dans l'histoire de Chloé. Un cousin a appelé pour me dire qu'il l'avait entendu au téléphone crier que les gens changeaient de camp. Apparemment, cet ami l'avait confronté, et au lieu de reculer, Chloé avait redoublé d'efforts. Elle a affirmé que je mentais pour la faire passer pour une mauvaise personne. Elle a dit que j'étais jalouse de sa vie. Il était plus facile pour elle de le croire que d'affronter la vérité. Puis est venu le coup que je n'avais pas vu venir. L'acheteur de la maison de vacances a pris contact par l'intermédiaire de mon agent immobilier. Il a dit que Chloé avait retrouvé son bureau et s'était présentée en personne sans rendez-vous, exigeant qu'il annule la vente car c'était une affaire de famille. Selon lui, elle a fait tellement de bruit que la sécurité a dû l'escorter dehors. Il n'était pas en colère contre moi. Au contraire, il semblait compréhensif. Mais il a été très clair sur un point, si elle l'approchait de nouveau, il déposerait une plainte pour harcèlement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Elle perdait pied plus vite que je ne le pensais, et les gens commençaient à le remarquer. Pas seulement les amis ou la famille, mais les étrangers, des inconnus, des gens sans attachement émotionnel à son histoire. Elle franchissait des limites sur lesquelles on ne pouvait pas revenir. Je n'avais pas l'intention de l'arrêter. Parfois, la meilleure façon de gagner est de laisser quelqu'un s'enfoncer tout seul. Elle se nourrit de la réaction, de maintenir les choses en vie bien après leur date d'expiration. Je m'attendais à ce qu'elle fasse traîner ça pendant des semaines.
Le fait qu'elle grille sa crédibilité si rapidement m'a même prise par surprise. Ça a commencé par un message de mon cousin, tu dois voir ce que ta sœur vient de publier. En pièce jointe, une capture d'écran d'un groupe Facebook de la petite ville en Provence où se trouvait la maison de vacances. Chloé avait écrit une tirade enragée accusant l'acheteur de lui avoir volé sa propriété. Elle affirmait avoir été spoliée de son héritage légitime par un membre de la famille sans aucune loyauté. Elle n'a pas écrit mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait de qui elle parlait. Elle est allée plus loin. Elle a joint des photos d'elle autour de la propriété, se prélassant sur la terrasse avec une tasse de café, posant avec des amis dans la cuisine, assise sur le ponton en été. Elle les a présentées comme une preuve de propriété, ce qui était risible, mais aussi dangereux. La publication incluait le nom complet de l'acheteur, l'adresse de la maison, et même le nom de son entreprise. Je l'ai lu 2 fois, sentant le changement dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement une crise familiale. Elle entraînait un tiers innocent dans ses problèmes. L'acheteur m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir l'irritation sous-jacente. Il m'a dit que des clients l'appelaient toute la journée, demandant ce qui se passait, qu'elle le faisait passer pour un criminel. Il a fait une pause, puis a dit que si elle continuait, il demanderait à son avocat de déposer une demande d'injonction, et si cela allait jusqu'au tribunal, il aurait besoin que je témoigne. Je lui ai dit que je comprenais. Et pour la première fois dans toute cette épreuve, j'ai pris une décision que je n'avais pas voulu prendre auparavant. J'ai appelé mes parents et je les ai plongés directement dans le feu de l'action. Quand j'ai appelé mes parents, je n'ai rien adouci. Je n'ai pas résumé. Je ne l'ai pas protégé. Je leur ai dit exactement ce que Chloé avait publié, où elle l'avait publié, et ce qu'elle avait inclus, le nom de l'acheteur, son entreprise, l'adresse de la maison. Je leur ai dit qu'ils préparaient une action en justice et que si cela allait aussi loin, je témoignerais, non pas contre ma famille, mais pour la vérité. Il y a eu un silence au bout du fil, le genre de silence qui vous dit que les gens voient enfin la situation dans son ensemble et réalisent qu'il n'y a plus moyen de la déformer. Mon père a été le premier à parler. Nous allons lui parler, a-t-il dit. Mais sa voix n'avait plus l'autorité d'antan. Elle semblait fatiguée, incertaine, comme celle de quelqu'un qui savait déjà que la conversation ne se terminerait pas comme il l'espérait. Ce soir-là, ma mère m'a rappelé. Sa voix n'avait aucune de ses aspérités habituelles. Elle m'a dit qu'ils avaient confronté Chloé, et que cela s'était passé exactement comme je m'y attendais. Elle a explosé, les a accusés de prendre mon parti, les a accusés de trahison, et parti en claquant la porte avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit qui puisse avoir un impact. Puis ma mère a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Je crois que tu avais raison, a-t-elle dit doucement. Il ne s'agissait jamais seulement de la maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de Chloé. Pas de cris, pas d'accusation, juste une voix plate et fatiguée disant « J'ai besoin de te parler seule ». Elle n'a pas dit pourquoi, mais je savais qu'elle avait senti le changement. Elle avait réalisé que chaque mouvement qu'elle ferait à partir de maintenant pourrait être utilisé contre elle, non seulement par moi, mais par quelqu'un d'extérieur à la famille avec un véritable pouvoir. Je ne l'ai pas rappelé. 3 jours plus tard, elle s'est présentée à ma porte. Cette fois, pas de coup sec, pas d'impatience dans sa posture. Elle se tenait à moitié dans l'ombre derrière la vitre dépolie, attendant. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté sans un mot. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, la même table où j'avais pris d'innombrables petits déjeuners silencieux seuls. Elle gardait ses mains jointes, ses yeux dérivant dans la pièce mais ne rencontrant jamais vraiment les miens. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Ce n'était pas un silence gênant. C'était le genre de silence qui remplit l'espace quand les 2 personnes savent que la dynamique du pouvoir a changé et qu'il n'y a plus de faux semblants possibles. Quand elle a finalement parlé, ses mots sont venus lentement. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Elle a dit que les choses avaient dérapé. Elle a dit que la publication avait été écrite sous le coup de la colère. Elle a dit qu'elle l'avait supprimée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu causer de problème à l'acheteur. Elle a dit qu'elle avait été soumise à beaucoup de stress. Chaque phrase était une explication qui évitait soigneusement toute responsabilité. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit ce qui allait se passer ensuite. Il n'y aurait plus de faveurs financières tacites. Plus d'emprunts qui étaient en réalité des prises.
Plus de vie dans quoi que ce soit que je possédais. Si elle voulait quelque chose, elle le paierait elle-même. Si elle m'entraînait de nouveau dans un drame public, je couperais complètement le contact. Pas de seconde chance, pas de négociation. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas plaisanté. Elle n'a pas retourné la situation. Elle a juste hoché la tête une fois, les yeux fixés sur la table comme si elle ne supportait pas de me regarder tout en étant d'accord. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte et j'ai pensé, ça y est. C'est fini. J'avais tort. Une semaine plus tard, l'acheteur m'a appelé à l'improviste. Je me suis préparé, supposant qu'il y avait un autre problème, mais au lieu de cela, il m'a remercié d'avoir empêché les choses de dégénérer davantage. Puis il a mentionné quelque chose qui m'a presque fait éclater de rire. Chloé l'avait de nouveau contacté, non pas pour le harceler cette fois, mais pour lui demander s'il envisagerait de lui vendre la propriété une fois qu'elle aurait réuni les fonds. Elle a offert de payer le plein prix du marché, comme si l'argent était le seul obstacle entre elle et la réécriture de l'histoire. L'ironie, c'est qu'elle n'avait pas du tout les fonds nécessaires. Elle devrait trouver des investisseurs, contracter des prêts, ou demander de l'aide à nos parents. Je pouvais déjà imaginer les conversations, la gymnastique mentale qu'elle utiliserait pour se présenter comme la propriétaire légitime, luttant pour récupérer ce qui lui revenait. C'est là que j'ai compris. Elle n'avait pas appris la leçon. Elle n'allait pas de l'avant. Elle regardait toujours en arrière, toujours convaincue que si elle insistait assez fort, elle pourrait défaire ce que j'avais fait. Mais pour la première fois, ce n'était pas mon problème. J'étais sorti du rôle dans lequel il m'avait maintenu pendant des années, et je n'allais pas y retourner. 2 semaines de silence ont passé. Pas de texto, pas d'appel, pas de message de groupe. Au début, c'était étrange, comme la pause avant une autre manche. Mais au fil des jours, le silence a commencé à sembler réel. Puis, un jeudi matin gris, mon téléphone a sonné. C'était de nouveau l'acheteur. Ses premiers mots m'ont dit que tout avait changé. Je pense que vous voudrez entendre ça. La nuit précédente, Chloé avait été repérée de retour dans la ville où se trouvait la maison de vacances. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas frappé. Elle est allée directement sur la propriété après la tombée de la nuit. Elle a d'abord essayé la porte arrière, tripotant quelque chose dans sa main. Comme elle ne s'ouvrait pas, elle a fait le tour de la maison, regardant par les fenêtres, testant la remise. Les voisins l'ont reconnue instantanément. Quand ils ont vu quelqu'un rôder autour de la propriété, ils n'ont pas hésité. L'un d'eux a appelé la gendarmerie. La caméra de sécurité d'un autre voisin a tout filmé. Au moment où les gendarmes sont arrivés, elle était partie, mais elle n'était pas invisible. Sa voiture a été vue quittant la rue et les images étaient assez claires pour qu'il n'y ait aucun doute que c'était elle. L'acheteur a déposé une plainte officielle pour violation de propriété ce matin-là, et au cours de la procédure, la gendarmerie a contacté mes parents pour vérifier ces informations. Il n'y avait aucun moyen de déformer les faits. Aucun malentendu derrière lequel se cacher. La chronologie était exacte. Les preuves étaient enregistrées. Ce soir-là, mon père m'a appelé. Sa voix semblait plus vieille que je ne l'avais jamais entendue. « C'en est fini d'elle » a-t-il dit. « Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons couvrir. » Pas de sermon, pas de culpabilité, pas de discours sur l'unité familiale, juste de la résignation. Le lendemain matin, Chloé m'a envoyé 3 mots par texto, « Tu m'as ruiné ». Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone sans répondre. Je ne l'avais pas ruiné. Elle l'avait fait elle-même, étape par étape, convaincue qu'elle pouvait tourner chaque situation à son avantage. Tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de jouer le rôle qu'elle avait écrit pour moi. Une semaine plus tard, l'acheteur a demandé une ordonnance d'éloignement. Je n'ai pas eu besoin d'aller au tribunal. Le rapport de gendarmerie, les déclarations des voisins et les enregistrements vidéo ont suffi. L'ordonnance a été rendue alors qu'elle ne s'est même pas présentée. Cela fait 1 mois maintenant. Mes parents n'ont pas essayé de jouer les médiateurs. Mon père a cessé de la couvrir. Ma mère est plus silencieuse que je ne l'ai jamais connue. Chloé passe d'un canapé à l'autre, racontant aux gens qu'elle prend un nouveau départ dans une autre ville. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne m'en soucie pas assez pour le découvrir. L'acheteur m'a appelé une dernière fois, non pas à son sujet, mais pour me remercier.
Il est rare que quelqu'un coupe les ponts avant que le chaos ne le détruise, a-t-il dit. La plupart des gens continuent d'en payer le prix. Maintenant, ma vie est calme. Pas le genre de calme qui attend le prochain coup. Le genre qui vous donne de l'espace pour respirer. Je n'ai pas seulement vendu une maison. J'ai vendu le dernier lopin de terre sur lequel elle pouvait se tenir tout en me parlant de haut. J'ai fermé la porte à des années passées à être le filet de sécurité, la pourvoyeuse silencieuse, la blague de la famille. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste